C'est tout pour le 31-01-2026 quatrième année, 342e jour depuis le début de l'invasion totale. Avant le rapport d'aujourd'hui, je souhaite vous parler franchement d'un point important. À ce moment-là, je me permets aussi, pour une fois, de vous tutoyer au lieu de vous vouvoyer comme d'habitude. Ceci sera le dernier rapport de situation publié un samedi. Sauf bien sûr s'il se passe quelque chose de vraiment exceptionnellement important dans la guerre en Ukraine qui nécessite une analyse immédiate. Un rapport de situation dure environ 10 minutes pour les spectateurs. Pour moi, cela représente près de 4 heures de travail de la recherche au montage et à la mise en ligne. Cela chaque jour, semaine, week-end ou jour férié. Avant, la chaîne gagnait. 100 abonnés par jour aujourd'hui seulement, 2 ou 3. Pour être honnête, c'est tense, c'est très démotivant. Ce n'est pas dû à un manque de nouveaux spectateurs potentiels depuis le 1.01. La chaîne souffre énormément de l'algorithme de YouTube. Les vidéos sont à peine lues ou recommandées, alors que le contenu, la qualité ou la façon de travailler n'ont pas changé. Même YouTube ne peut pas me dire pourquoi, car j'ai posé la question. L'année dernière, j'ai aussi mis fin à une relation de presque 6 ans. Pas uniquement à cause de la chaîne. J'avais de nombreuses raisons, mais surtout parce que je partageais mon temps entre bénévolat, travail, études et rapports de situation, laissant peu de place à ma partenaire. Et maintenant, je me rends compte moi-même qu'il ne me reste presque plus de temps. Mais cela me convenait aussi, car cette croissance constante de la chaîne était bien sûr très motivante pour continuer. Le nombre de clics est resté stable sur une longue période, mais la guerre en Ukraine, comme nous le voyons, n'est plus la même qu'il y a 3 ans. Le front reste stable, les grands changements se font attendre, malgré d'importantes tâches prévues en 2026. Cela ne rend évidemment pas la guerre moins cruelle, mais cela lui enlève une partie de la dynamique qui a captivé beaucoup d'entre vous, et surtout les nouveaux spectateurs au début. Je continuerai à vous informer, mais désormais je consacrerai le samedi à d'autres projets, y compris hors de la guerre en Ukraine. Les vidéos sur la Seconde Guerre mondiale, la Bundeswehr ou sur des sujets militaires ou tactiques généraux ont atteint une audience nettement plus large ces derniers mois. Et encore plus, le format court évolue lentement mais sûrement. Pour l'instant, je ne supprime donc que le samedi. Si la portée et le nombre d'abonnés ne progressent pas, un autre jour pourrait être supprimé pour me libérer du temps pour de nouveaux contenus. La chaîne s'appelle War and Tactic, pas rapport quotidien sur la guerre en Ukraine, bien que ce soit le sujet principal. Créée avant l'invasion totale, elle n'a jamais uniquement porté sur la guerre, comme le montre aussi le logo. Pour finir, je voudrais dire une chose. Merci à tous les abonnés jusqu'à présent, aux membres de la chaîne et tout particulièrement aux 6 lieutenants-colonels qui rendent la chaîne financièrement viable. Et surtout à l'équipe Algo, qui même dans les moments difficiles a alimenté l'algorithme et assuré un taux de like incroyable de plus de 99% sur presque chaque vidéo. J'ai, et c'est un fait, la meilleure communauté du monde. Et pour la meilleure communauté du monde, après longtemps, j'ai aussi fait fabriquer les médailles War and Tactic promises pour les membres particulièrement remarquables. Et j'ai déjà quelques noms en tête qui mériteraient bien sûr cet honneur. Mais ça, c'est pour le printemps 2026, laissez-vous surprendre. Aussi formidable soit une communauté, elle doit un jour grandir. Et c'est précisément pour cette raison que le rapport de situation du samedi est suspendu jusqu'à nouvel ordre, afin que je puisse utiliser ce temps pour d'autres vidéos. Je vous souhaite la bienvenue et vous accueille une dernière fois un samedi pour le rapport de situation. Dans le rapport d'aujourd'hui, nous voyons des punitions au sein de l'armée russe. Nous voyons aussi ce que les unités de drones ukrainiennes de Pokrovsk rapportent sur les pertes. Nous voyons aussi des discussions intéressantes sur les négociations de paix directes entre l'Ukraine et la Russie, ainsi que d'autres sujets. Les Russes punissent à nouveau leurs propres soldats pour vol, tentative de désertion et usage de stupéfiants. Récemment, les punitions visent souvent des arbres, comme on le constate. Très souvent, on voit maintenant qu'ils sont attachés nus à des arbres, pour qu'ils puissent geler par des températures glaciales. Sinon, on est attaché comme un animal et battu. On note ici une évolution majeure. Il y a 1 an, ils étaient enfermés dans des chenils ou jetés dans des fosses, parfois affamés. L'hiver et la neige ont permis de nouvelles méthodes, et les Russes ont toujours été créatifs.
Si vous voulez savoir avec quel, appelons-le, jouet pour adulte il frappe son camarade, regardez simplement la vidéo complète sur Telegram. Comme toujours, il est discutable d'avoir cela sur le terrain. Donnez votre avis en commentaire. Quelqu'un qui agit ainsi avec ses camarades ne sera pas meilleur avec les civils. À Kiev, le métro s'est arrêté à cause d'une sous-tension dans le réseau électrique due aux attaques russes. Des stations ont perdu l'électricité, les escalators sont tombés en panne et le métro de Kharkiv a dû s'arrêter. Cela signifie que nous voyons que les Russes ont désormais tellement endommagé l'infrastructure énergétique ukrainienne que les Ukrainiens ne peuvent plus assurer complètement le trafic, même sans attaque. Pour la première fois depuis le début de la guerre, le métro de ces villes est totalement arrêté à cause du manque d'électricité. Désormais, la compagnie ferroviaire ukrainienne connaît des conditions proches des nôtres, mais subit en plus des tirs de roquettes et des coupures d'électricité. L'unité d'élite ukrainienne Alpha annonce qu'elle a pu éliminer 1800 soldats russes près de Pokrovsk en une semaine. Si l'on regarde d'autres rapports de pertes ukrainiens, on peut supposer que les pertes en une semaine s'élèvent à environ 8500 soldats sur l'ensemble du front. Cette unité aurait causé 20% des pertes hebdomadaires, ce qui est énorme, mais il faut nuancer. Voyons maintenant les arguments en faveur. Les unités de drones doivent surtout confirmer le nombre de cibles éliminées pour le programme de primes. Les chiffres sont très précis, sinon ils n'obtiennent pas de primes. Ceci concerne ceux qui l'ignorent. Les unités de drones gagnent des points pour certaines éliminations, échangeables contre du matériel ou de l'équipement spécial. Ils doivent être confirmés visuellement puis éliminés. Vous ne pouvez pas obtenir 400 points tout en annonçant publiquement avoir éliminé 1800 soldats. D'un autre côté, nous savons aussi qu'une toute petite partie des unités ukrainiennes est responsable des plus grandes pertes du côté russe. Lors de grandes attaques ou défenses, nous voyons généralement toujours les mêmes brigades du côté ukrainien, et elles sont donc mieux approvisionnées et soutenues. Une brigade de défense territoriale, stationnée depuis des mois à la frontière biélorusse, ne connaît la guerre que de réputation ou par rotation. Pokrovsk demeure le principal centre d'emploi sur le front, ce qui explique l'accumulation logique de grandes pertes. 20% pour une unité de drone, je trouve ça déjà très élevé. Je me demande alors combien des 80% restants proviennent d'autres unités à Pokrovsk et combien sont tombés sur le reste du front. Les pilotes d'Alpha n'étaient sûrement pas responsables de chaque mort à Pokrovsk. L'Ukraine et la Russie discutent directement et Peskov, le porte-parole du Kremlin, s'est exprimé pour la première fois. Au lieu de tout rejeter comme d'habitude ou de rejeter la faute sur l'autre camp, le porte-parole du Kremlin a déclaré qu'il pourrait tout à fait trouver acceptable une trêve pour le secteur de l'énergie. Les deux États doivent désormais reprendre les discussions pour avancer vers une trêve. Je trouve que les pertes russes dans l'énergie sont récemment devenues trop élevées. Les Ukrainiens l'avaient déjà remarqué, le secteur énergétique a quasiment disparu, de nombreuses centrales ayant été détruites par les Russes. Il est donc dans l'intérêt des deux de maintenir une trêve dans ce domaine. Le célèbre blogueur russe Zeplogger Fighter Bomber, souvent cité récemment et officieusement reconnu comme source bien informée de l'armée de l'air russe, réagit avec colère aux propos récents du porte-parole du Kremlin sur une possible trêve énergétique. Il qualifie souvent ces déclarations de trahison et de faiblesse. Il écrit littéralement, en substance, que la Russie a ainsi montré qu'on pouvait nous faire plier. Fighter Bomber demande de façon provocante ce que la Russie obtient vraiment en échange et combien de vies de soldats cela coûtera. Quels sont ces soi-disant coups diplomatiques faibles ? La réaction est remarquable car elle montre à quel point le mécontentement est grand, même dans les cercles proches du Kremlin et ultra-patriotiques. Je me demande aussi si rejeter toute option diplomatique est vraiment patriotique. Près de Dnepropetria, une nouvelle attaque russe a eu lieu dans la zone jaune. Nous avons aussi analysé la dernière grande attaque ratée marquée par une épingle rouge. C'était ici et les attaques continuent à cet endroit. Donc ce n'est pas parce que cette attaque a échoué que les Russes ont arrêté, et d'autre part il y avait ici une avancée, que les Russes tiennent fermement sous leur contrôle. Ils ont pu contrôler cette zone et ils y sont toujours très présents. Maintenant ils continuent pour d'élargir leur avance. Les Russes, une fois avancés quelque part, tenteront d'attaquer dans toutes les directions depuis cette position. Dans les prochains jours, des attaques sont probables vers le nord, Dnepropetria, l'ouest, le sud et le sud-est.
Ils essaient alors de se disperser autant que possible et de voir s'il y a une quelconque faiblesse le long de la défense ukrainienne qu'ils pourraient exploiter. S'ils en trouvent une, ils se reconcentrent dessus et reprennent le jeu depuis le début. Normalement, ils conquièrent cette position et essaient ensuite à nouveau de se disperser aussi vite que possible. Et sur ce, je remercie tous les abonnés, les céramiciens et l'équipe Algo. Merci au lieutenant-colonel Rennecke, Robert Ziller, Dantrich, Freddy et Mayrofer, sans qui cette chaîne n'existerait pas. Et pourtant, je vous remercie une toute dernière fois lors d'un rapport de situation régulier du samedi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, et à bientôt pour le prochain rapport de situation.